Nous sommes en septembre 2021 et cela fait plus de 18 mois que la France, comme de nombreux pays du monde, vit au rythme de nouvelles mesures dites sanitaires. Pour imposer ces mesures, différents chiffres sont utilisés. Nous en avons beaucoup parlé sur cette chaîne. Nous referons un bilan de la situation française et européenne dans une prochaine vidéo. Les médias français suivent avec beaucoup d'attention la situation en Israël et en particulier concernant les différentes injections et le fameux pass sanitaire. Israël fait partie des tout premiers pays à imposer ce pass et à injecter une 3e dose de Pfizer à toute sa population, malgré les réticences de l'OMS et l'absence totale d'études sur le sujet. Pour réaliser cette vidéo, j'ai téléchargé les données disponibles en ligne sur l'Office statistique israélien. Vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo et tous mes calculs réalisés et graphiques sont consultables en ligne. Je vous invite évidemment à tout vérifier par vous-même. Il faut télécharger les données et ensuite quelques multiplications et graphiques sur un logiciel comme Excel suffisent à retrouver tous ces résultats. Cette analyse a également fait l'objet d'un article écrit qui est à votre disposition sur François. Nous allons commencer par étudier la mortalité globale en Israël depuis 2020 pour voir qu'il n'y a pas de surmortalité des Slaves depuis le début de la Covid-19. Puis nous verrons ce qu'il se passe au niveau de la mortalité en période vaccinale et nous verrons qu'en Israël, comme dans tous les pays que nous avons étudiés jusqu'à présent, il y a une hausse de mortalité suite aux injections et que cela se voit même pour les populations les plus jeunes. Nous verrons enfin s'il existe un lien entre le nombre d'injections et le résultat des tests positifs remontés par les laboratoires. Et nous passerons en vue tous les biais qui existent au niveau du comptage pour montrer qu'aujourd'hui, si on enlève les biais de comptage, nous ne voyons pas de différence significative entre ceux qui ont reçu des injections, que l'on appelle vaccinés, et ceux qui n'en ont pas reçu. Israël, comme l'écrasante majorité des pays occidentaux, voit sa population augmenter régulièrement et vieillir. Sur ce graphique, on voit en bleu le nombre de décès tous les mois en Israël depuis 2011. Et les pointillés rouges représentent la droite obtenue sous le logiciel Excel comme étant celle qui approxime le mieux les décès. Et on voit très nettement une évolution vers le haut. Ainsi, début 2011, il y décédait en moyenne 3300 personnes par mois. Ce nombre a augmenté régulièrement d'environ 5 par mois pour atteindre plus de 4000 à la mi-2021. Plus de 85% des décès constatés viennent de personnes de plus de 60 ans. Pour précision, toute cette analyse a pour but de mesurer les impacts de la maladie Covid-19. Ainsi, tous les décès du 30 avril 2021 sont retirés de l'analyse de façon à retirer ceux dus à la tragédie de Méron. Si l'on corrige de l'évolution de la population et de la pyramide des âges, on constate que la situation récente d'Israël, du point de vue de la mortalité, est complètement normale. Sur ce graphique en bleu, nous avons standardisé les décès. Tous les détails du calcul d'une standardisation sont dans cette vidéo et nous l'avons produit pour Israël. Il s'agit de corriger les chiffres de décès par âge en mettant partout la même population aux mêmes âges. Et ici, nous avons pris comme référence le 1er janvier 2021. Donc nous avons appliqué partout la population du 1er janvier 2021 pour remarquer qu'il n'y a pas d'explosion de la mortalité depuis le début de la Covid-19 en Israël. Comme dans tous les autres pays de l'hémisphère nord, Israël constate plus de décès pendant l'hiver que pendant l'été. Pendant cette période froide, tous les pays de l'hémisphère nord voient la mortalité augmenter en même temps. Cette hausse de mortalité ne concerne que les plus de 50 ans. Les jeunes ne sont pas concernés par des hausses de mortalité l'hiver. La mortalité des jeunes n'est pas constante, mais elle est tellement faible que le moindre événement extérieur peut la faire varier. Sur ce graphique sont représentées en bleu pâle la mortalité mensuelle pour 100 000 habitants, avec un lissage à 3 mois en bleu foncé pour que ce soit moins accidenté. Les pointillés représentent les bornes d'un intervalle de confiance à 99% qui représente la mortalité considérée comme normale. Ce qui est au-dessus, c'est de la surmortalité, et ce qui est en dessous, c'est de la sous-mortalité. À l'inverse, pour les plus anciens, la mortalité est nettement plus importante que pour les jeunes, ce qui stabilise les statistiques. La forte mortalité hivernale est donc nettement visible et bien supérieure à tout impact extérieur. Nous rappelons, comme nous l'avons montré dans la vidéo analysant tous les pays européens, qu'il n'y a pas de déplacement visible de la mortalité. La hausse des décès l'hiver ne vient en aucun cas de quelque chose qui se déplacerait ou se transmettrait à l'échelle de la planète. Les hausses de mortalité suédoises, portugaises ou israéliennes sont synchronisées.
Cette hausse de mortalité dans l'hémisphère nord peut être décalée de plusieurs semaines ou mois selon les années. Elle semble dépendre des conditions météorologiques, nous reviendrons sur cet aspect dans d'autres travaux. Ce décalage temporel rend inexploitable le découpage des années au 1er janvier car il coupe en deux la période de forte mortalité hivernale, laissant parfois plus de décès l'année précédente, comme en 2011-2012, ou l'année suivante, comme en 2016-2017. Il est alors plus pertinent de comparer les années entre juillet et juin pour englober la totalité de la période hivernale. Sur ce graphique, nous avons représenté le nombre de décès standardisés par âge en Israël entre juillet et juin. Ce graphique permet de constater que malgré l'hécatombe mondiale de Covid-19 annoncée en mars-avril 2020, la mortalité constatée en Israël entre juillet 2019 et juin 2020 correspond à un record absolu de sous-mortalité. La mortalité constatée entre juillet 2020 et juin 2021 n'est pas un record mais reste basse pour la décennie, comme ce que nous avions constaté pour la totalité des pays d'Europe pour lesquels nous disposons de données. Ainsi, à aucun moment n'est visible une augmentation significative des décès en Israël. Il n'y a pas d'hécatombe, ni même la moindre augmentation inhabituelle. Si nous repassons en données brutes et que nous comparons les décès toutes causes aux décès attribués à la Covid-19, nous observons qu'une fraction des décès a été attribuée à la Covid-19 sans pour autant que l'augmentation des décès soit inhabituelle. Auparavant, ces hausses de mortalité étaient attribuées au virus grippaux. Aujourd'hui, ils sont attribués au coronavirus. En représentant cette fois-ci le nombre de décès hors Covid-19 et le nombre de décès Covid-19, on découvre que toute la surmortalité hivernale habituelle est dorénavant attribuée à la Covid-19. Nous avions déjà montré ce résultat pour tous les pays que nous avons pu étudier jusqu'à aujourd'hui en Europe. En Israël, comme partout en Europe, on ne peut trouver de justification en politique restrictive mise en place sur la base d'une augmentation inhabituelle des décès uniquement due à un nouveau virus. Il n'y a pas d'hécatombe. En repartant de notre premier graphique sur le nombre de décès mensuels en Israël, nous remarquons en Israël deux périodes distinctes de hausse de mortalité l'hiver dernier. Une première hausse de décès en octobre et une deuxième en janvier. Nous avions déjà remarqué que la hausse des décès en octobre a eu lieu en même temps dans tous les pays pratiquant en masse les injections antigrippales. En France, pour lequel nous avons accès aux données de délivrance des médicaments, nous avions pu voir une proportionnalité quasi parfaite entre le nombre d'injections et la hausse de mortalité. En Israël, nous pouvons voir que le ministère de la Santé promeut également ces injections, en particulier pour les plus de 65 ans. On note que cette augmentation de la mortalité au mois d'octobre n'est visible que pour les âges auxquels l'injection est recommandée, à partir de la tranche des 70-79 ans et toutes celles au-dessus, alors qu'on ne voit absolument rien pour les moins de 60 ans. Cette période d'octobre 2020 est d'ailleurs la seule pendant laquelle Israël a présenté une mortalité totale standardisée différente de l'habitude. Tout le reste de la période est comparable à la décennie. Nous ne pouvons malheureusement pas explorer plus loin ce sujet, n'ayant pas accès au nombre d'injections antigrippales réalisées sur la période. Nous pouvons uniquement conclure qu'il y a une corrélation temporelle parfaite pour tous les pays réalisant en masse ces injections. Les pays les plus rétifs à ces injections, comme la Finlande, n'ont pas cette hausse de mortalité en octobre 2020. Passons dorénavant aux injections contre la Covid-19. Les graphiques que je vais vous présenter maintenant représentent le nombre d'injections reçues pour chaque tranche d'âge, en bleu, en barre bleue, et le nombre de décès constatés pour 100 000 habitants de cet âge-là chaque mois. Tout d'abord pour les 20-29 ans, avec des injections en masse très fortes de janvier à avril et une mortalité forte de janvier à avril également. Pour les 30-39 ans, des injections en masse de janvier à mars et une mortalité très élevée en février-mars. Pour les 40-49 ans, des injections très fortes de janvier à mars et une mortalité élevée de janvier à mars. Et à partir de 50-59 ans, des injections très fortes, surtout en janvier, puis une décroissance en février-mars et une mortalité très forte en janvier et qui décroît en suivant parfaitement les courbes de février à mars. Un décalage pour les 60-69 ans qui ont reçu les injections, les premiers à partir de 60 ans, et une mortalité très forte à partir de janvier et puis qui décroît. Constat identique pour les 70-79 ans avec une mortalité très forte en janvier au moment des injections et ensuite qui décroît. Même chose, mortalité très forte au moment des injections et une décroissance. Et pour les plus de 90 ans également.
Toutes les tranches d'âge sans exception présentaient une hausse de mortalité les mois d'injection. Nous observons que les plus âgés ont reçu massivement des injections en janvier et présentent des pics de mortalité en janvier. Les plus jeunes ont reçu des injections plus tard, à partir du mois de février, et présentent un pic de mortalité à partir de février. Ce lien est un fort indice de causalité supplémentaire entre les injections et la hausse de la mortalité. Pour les personnes âgées de plus de 60 ans, les injections de janvier ont lieu pendant la période de forte mortalité hivernale. Il est ainsi difficile de distinguer une mortalité causée par les injections. Pour les amateurs de modélisation, si vous représentez le taux de mortalité en fonction du taux d'injection, vous obtenez une corrélation logarithmique quasiment parfaite avec un R2 de 0,95. Cette corrélation quasi parfaite est réalisée en regardant le nombre de décès chaque mois, 5 jours après les injections. Il a fallu bien moins à un certain chercheur peu scrupuleux pour publier un article encore en ligne sur le prestigieux journal Nature, qui vante les mérites du confinement en oubliant sciemment que la mortalité hivernale diminue au printemps avec ou sans confinement. Nous en avons réalisé une analyse dans cette vidéo. Ici, c'est comme si nous nous servions de ces graphiques pour prouver qu'en hiver 2020-2021, il n'y avait eu qu'une mortalité post-vaccinale pour les plus de 60 ans. En revanche, et à l'inverse, la surmortalité observée pour les 20-49 ans ne peut pas être du fait de la mortalité hivernale, car ces derniers n'y sont pas soumis. Les 20-49 ans sont la population permettant de mieux mesurer une potentielle mortalité post-vaccinale. Cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas pour les autres tranches d'âge, mais pour les plus âgés, elle se confond avec la surmortalité hivernale. Pour les 20-49 ans, nous allons considérer uniquement la mortalité en dehors de l'intervalle de confiance à 99%, soit la partie au-dessus ou en dessous des pointillés rouges. Cette mortalité sera considérée comme rare ou anormale. Pour les 20-29 ans, la mortalité est totalement exceptionnelle. Seule la guerre de 2014 présente une mortalité aussi élevée. Il ne semble pas cependant qu'une guerre ait éclaté en février 2021 en Israël. Au total, cette surmortalité entre février et avril 2021 correspond au décès de 31 jeunes de 20 à 29 ans, 3,8 pour 100 000 doublement injectés. 18 de 30 à 39 ans, 2,3 pour 100 000 doublement injectés, et 13 de 40 à 49 ans, 1,4 pour 100 000 doublement injectés. Soit 60 décès de personnes d'une population qui n'a jamais connu de surmortalité liée à la Covid-19. Cette surmortalité arrive également à une période où ont été relevés par un universitaire un grand nombre d'appels aux urgences largement supérieurs aux années précédentes pour des arrêts cardiaques et des syndromes coronariens aigus. Si nous considérons que les décès ne sont que la partie visible de problèmes de santé, nous avons un indice de la cause possible de cette surmortalité arrivant en pleine période d'injection de masse de ces mêmes jeunes. Nous constatons qu'enfin l'ANSM admet que les péricardites sont bien rapportées post-injection. L'agence annonce qu'elles sont très rares. Il serait intéressant que l'on nous explique comment le hasard fonctionne pour montrer une si forte élévation des problèmes cardiaques juste après les périodes vaccinales. Nous rappelons ici que cette possible surmortalité liée aux injections est du même ordre que celle évaluée par Wallach et al. Utilisant la pharmacovigilance des Pays-Bas. Nous en avons réalisé une vidéo explicative expliquant au passage les biais de l'étude israélienne vantant les mérites des injections Pfizer. Ainsi, quelle que soit la méthode utilisée, pharmacovigilance ou étude de la mortalité toute cause en période d'injection, les résultats concordent autour de quelques décès pour 100 000 injections. Ce nombre pourrait être entre 1 et 3 pour les plus jeunes et certainement au-dessus pour les plus âgés, ces derniers ayant toujours une mortalité plus élevée, quelle que soit la cause. Il faut enfin rappeler que les décès sont la plupart du temps le dernier stade de la dégradation de l'état de santé. Il est rare de constater qu'un événement soit complètement binaire entre bonne santé et décès. Constater une hausse des décès n'est certainement que la seule partie visible d'une hausse beaucoup plus importante de situations intermédiaires. Les AVC, les myocardites, embolies pulmonaires ou thromboses non mortelles sont invisibles dans cette étude. Elles sont rapportées en pharmacovigilance et la hausse de mortalité constatée ajoute un haut degré de certitude à la causalité pour les événements non mortels également.
Les médias et politiques commentent en permanence le nombre de tests positifs, appelant ces derniers des cas de Covid-19. Nous avons détaillé dans une vidéo le fossé séparant un résultat de test RT-PCR positif et une personne malade de la Covid-19. De plus, ce nombre de cas est évidemment dépendant du nombre de tests effectués. Sur ce graphique, on voit en bleu le nombre de tests réalisés chaque jour et en orange le nombre de tests positifs. Ainsi, malgré l'absence totale de surmortalité cet été, Israël est passé à plus de 100 000 tests effectués par jour avec une montée en charge progressive. Cette montée en charge a naturellement augmenté le nombre de tests positifs cet été, sans que cela ne signifie la moindre augmentation de malades. Si on regarde maintenant le taux de positivité, on peut se rendre compte que le taux de positivité dépend de la stratégie choisie. Le changement complet de la mesure avec la stratégie de criblage a également eu pour impact de faire remonter le taux de positivité, qui était à moins de 2% au mois de juillet, à plus de 5% en août. Les journalistes et politiques en ont conclu à une explosion du nombre de malades, alors qu'il ne s'agit que d'un changement de la stratégie de comptage. Le dernier biais concernant les tests concerne le public testé. Depuis le début des campagnes d'injection, l'efficacité de ces produits est présupposée. Il serait important de rappeler aux dirigeants et aux médecins qu'accepter des résultats de l'efficacité de n'importe quel produit venant de la part de la personne qui souhaite vous vendre le produit, ça s'appelle au mieux de la naïveté. De même qu'accélérer la distribution de ce produit en empêchant d'avoir le temps de revérifier par d'autres études indépendantes si ça fonctionne et que ce n'est pas dangereux. Le fait de présupposer que ces injections fonctionnent ont lancé un certain nombre de règles et de certitudes chez les gens qui font que les personnes qui n'ont pas reçu les injections sont testées beaucoup plus souvent que les autres. Vous avez certainement, comme moi, des collègues, des amis qui ont eu des symptômes de maladie post-injection, comme une fatigue intense, des maux de tête ou de la fièvre. Ces symptômes, juste après l'injection, sont considérés très fréquents par l'ANSM. Cependant, les personnes tout juste injectées et présentant ces symptômes n'ont évidemment pas ou peu fait de test, puisque leurs maux étaient attribués aux suites de l'injection. Au contraire, sur la même période, les personnes avec les mêmes symptômes, mais qui n'avaient pas fait d'injection, ont beaucoup plus souvent fait des tests. Et donc, pendant les périodes d'injection, parmi les personnes qui font des tests, nous avons donc beaucoup plus de personnes sans injection que de personnes déjà injectées. Par construction, le nombre de positifs va nécessairement être plus important chez les non-injectés puisqu'ils sont bien plus nombreux à faire des tests. Pour Israël, cette période correspond à janvier-février 2021. Par exemple, pendant la semaine du 21 au 27 février 2021, 25% des 40-49 ans n'avaient pas reçu d'injection et 24% avaient reçu leur deuxième injection plus de 20 jours avant et étaient donc considérés pleinement protégés. Du côté des tests, 62% des tests positifs venaient des personnes n'ayant pas reçu d'injection et 2% seulement de la part de ceux étant considérés protégés. Ces chiffres ont fait couler beaucoup d'encre comme étant une preuve de l'efficacité des injections. Cependant, rien ne prouve qu'il ne s'agit juste pas d'un biais de sélection des personnes testées comme nous venons l'expliquer avant. À savoir que quasiment aucune personne ayant reçu 2 injections ne se fait tester et donc ne risque pas d'être considérée positive. Cette situation a perduré avec la mise en place du Green Pass, le pass sanitaire israélien. Dès le 21 février 2021, des directives limitant la circulation des Israéliens n'ayant pas encore été injectés a été mis en place. Le pass vert a duré jusqu'au mois de juin 2021. Durant toute cette période, on constate bien que les positifs concernent beaucoup moins souvent ceux qui ont reçu 2 injections, puisqu'ils ne sont pas obligés de faire de tests pour accéder aux lieux publics. Par exemple, pendant la semaine du 23 au 29 mai 2021, 15% des 40-49 ans n'avaient pas reçu d'injection et 80% avaient reçu leur deuxième injection plus de 20 jours avant et étaient donc considérés pleinement protégés. Du côté des tests, 39% des tests positifs venaient des personnes n'ayant pas reçu d'injection et 61% seulement de la part de ceux étant considérés protégés. Le fait d'avoir autant de cas positifs chez ceux normalement considérés comme totalement immunisés a commencé à faire parler. On a alors commencé à dire que les injections perdaient en efficacité devant les variants, mais que de voir moins de cas chez les doublement injectés que leur part dans la population était la preuve que ces injections fonctionnent. Cependant, nous avons vu que le Green Pass entraîne que ceux qui n'ont pas reçu d'injection sont beaucoup plus testés que les autres. Le Green Pass a cessé entre mi-juin et début août en Israël. Pendant cette période, ceux n'ayant pas reçu d'injection n'avaient pas de raison spécifique de se faire tester. C'est la seule période pendant laquelle, en Israël,
il n'y a pas ou très peu de biais de sélection entre les personnes testées. Nous pouvons constater que pendant toute cette période, la part des personnes n'ayant pas reçu d'injection ou la part des personnes étant considérées protégées avec 2 injections sont les mêmes dans les cas positifs et dans la population générale. Pour cette raison, les autorités ont conclu à une baisse de l'efficacité en quelques mois et ont donc conseillé une 3e dose, alors qu'il s'agit juste de la fin du biais de comptage. Quand il n'y a plus de biais, aucune efficacité des injections n'est mesurable. On constate également que dès le retour du Green Pass au mois d'août, la part des non-injectés a immédiatement réaugmenté. Cela n'est que le signe que le Green Pass oblige les non-injectés à se faire tester et pas ceux ayant reçu 2 injections. Le gouvernement israélien ayant déjà commandé les 3e doses et contraint sa population à se faire injecter, il n'a mystérieusement pas réagi à ces chiffres en imaginant un rebond d'efficacité vaccinale. Cette situation du mois d'août, identique au mois de mai, prouve qu'il n'y a jamais eu de baisse de l'efficacité des injections, elle bénéficiait juste d'un biais statistique. En résumé, nous avons vu qu'Israël est un pays qui n'a jamais connu de hausse de mortalité significative depuis le début de la panique mondiale autour de la Covid-19. Les Israéliens les plus âgés ont connu des hausses de mortalité l'hiver comme les autres années. Nous avons vu que quelques hausses de mortalité inhabituelles ont été constatées chez les jeunes en période vaccinale. Ces hausses représentent environ 60 décès sur Israël. Ça n'est pas une hécatombe, mais suffisamment important pour être visible sur ces populations qui décèdent très peu. Ces décès sont survenus au moment où étaient enregistrés des records d'urgence cardiaque pour ces mêmes âges. Enfin, nous avons vu que si on enlève les biais de comptage dus aux restrictions comme le Green Pass, les doubles injections ne présentent aucun impact sur les cas positifs. Il n'y a donc aucun bénéfice mesurable pour personne. Seul le fait de tester en énorme majorité des non-injectés permet de maintenir un écart statistique. Nous avons donc de très nombreux décès remontés en pharmacovigilance post-injection, des décès visibles même chez les populations jeunes post-injection et aucun effet positif mesurable. Pensez-vous vraiment qu'il soit raisonnable de continuer à démultiplier ces injections ? Pensez-vous vraiment que nous allons vous laisser toucher à nos enfants ?